Stéphane Bern, Secret d'histoire. Charlotte Corday, pourquoi a-t-elle assassiné Marat? Le 13 juillet 1793, Jean-Paul Marat, figure majeure de la Révolution française, est poignardé dans sa baignoire. Son assassin n'a que 24 ans, et il porte un jupon. Charlotte Corday est venue quelques jours plus tôt de Caen à Paris pour tuer cet homme qu'elle tient pour un tyran, responsable des exactions de la terreur. Comment cette frêle jeune femme, tout juste entrée dans l'âge adulte, a-t-elle pu passer à l'acte? L'examen de sa courte vie permet-il de mieux comprendre ce geste retentissant, politique avant d'être criminel? Découvrons comment une jeune fille anonyme est entrée dans l'histoire de France, en choisissant de se sacrifier pour tenter d'enrayer les dérives criminelles de la Révolution. De son vrai nom, Marie-Anne Charlotte de Corday d'Armont, la future meurtrière de Marat est la troisième d'une famille de 5 enfants. Elle naît en 1768 à Saint-Saturnin-des-Lignurites, dans le pays d'Auge. Son père descend d'une vieille famille noble de Normandie, et sa vie est marquée par l'échec. Après avoir quitté l'armée pour se marier et s'établir dans une coquette ferme normande, il n'a jamais pu obtenir de sa belle famille le versement de la confortable dot de la femme. Toutes ses démarches juridiques restent vaines. Amer et totalement désargenté, Jean-François de Corday d'Armont en est réduit à travailler sa terre lui-même, comme un paysan. Triste condition pour un aristocrate du XVIIIe siècle, même si beaucoup de nobles de province sont alors bien loin de mener la vie fastueuse des courtisans de Versailles. Charlotte, jolie petite blonde aux yeux bleus, a 8 ans quand sa famille vient s'établir dans un faubourg modeste de Caen. Le destin ne s'y montre pas plus doux pour Jean-François de Corday d'Armont, puisqu'en 1782, son épouse meurt en couche. Jean-François est contraint de placer ses enfants. Ses 2 filles, Charlotte et Éléonore, prennent la direction du couvent de l'abbaye aux Dames, non loin de la maison familiale. Pour les 2 petites filles, c'est un déchirement, mais aussi une chance, car les sœurs de l'abbaye leur dispensent une éducation soignée. Charlotte se réfugie dans la lecture. Corneille a notamment ses faveurs. Il faut dire que, par son père, elle descend en droite ligne du dramaturge rouennais. Rien ne l'émeut tant que ces héros prêts à se sacrifier pour leurs idées. Des idées, Charlotte commence d'ailleurs à en avoir, à l'approche de son 20e anniversaire. Car les sœurs, chose admirable, autant qu'étonnante, l'autorisent à lire les œuvres sulfureuses des philosophes des Lumières, des livres qu'elle voyait naguère dans les mains de son père. Aussi quand, en 1789, les grondements du peuple français finissent par traverser les murs du couvent, Charlotte montre-t-elle beaucoup de bonheur pour cette révolution qui fait vaciller le trône des Bourbons. Apprenant la chute de Bastille ou l'abolition des privilèges, Charlotte pleure chaque fois de joie. Seuls les bains de sang que génère la Révolution tempèrent son enthousiasme. À Caen, même des aristocrates sont massacrés et la délicate jeune fille tremble devant tant de violence. Bientôt, les événements parisiens bouleversent le cours de son existence. Car, dès la fin de l'année 1789, les députés de l'Assemblée constituante décrètent la suspension des vœux solennels dans les monastères. Les couvents ferment leurs portes les uns après les autres. Après y avoir passé presque 10 années, Charlotte doit quitter l'abbaye aux Dames en mars 1791. Que va-t-elle faire, alors que la perspective de devenir religieuse, qui seule lui garantissait un avenir, se dérobe devant elle? N'ayant pas de dot, elle ne peut espérer un beau mariage, et elle ne peut pas davantage compter sur son père, toujours sans le sou. Heureusement, pour une jeune femme qui sort du couvent, Charlotte ne manque pas de ressources. S'installant chez une vieille cousine qu'elle connaît à peine, Madame de Bretteville, elle se met à donner des leçons de français et de dentellerie à des petites canaises. Mais la réelle ambition de cette jeune femme de 22 ans est tout autre. Elle rêve de prendre part à cette révolution qui promet à tous la justice et l'égalité. Monarchiste patentée, Madame de Bretteville blêmit quand elle entend sa jeune cousine vanter la République, quand elle la voit, en septembre 1792, applaudir les députés de la Convention qui viennent d'abolir la royauté. À Caen, la jeune fille s'est très vite fait remarquer. Elle est l'une des rares femmes à participer aux réunions de patriotes locaux, la seule à y parler avec un inflexible aplomb. La belle oratrice fait chavirer bien des cœurs, mais elle repose fermement tous ses prétendants, car elle n'a que la politique dans la tête et dans le cœur. Or, au début de 1793, la tournure que prennent les événements l'inquiète. En janvier, l'exécution de Louis XVI lui fait horreur. Hors de France, elle fait de plus culminer la crainte d'une contagion révolutionnaire. Toutes les armées européennes se massent bientôt aux frontières. Assiégée, la Convention décrète la levée de 300 000 hommes, mais bien des Français refusent de mourir pour des idées qui ne sont pas les leurs. En Vendée, les Chouans prennent les armes contre la Révolution. Guerre extérieure, guerre civile et même guerre au sein de la Convention, car, dans ce climat délétère, les révolutionnaires se déchirent. Les montagnards sont les plus radicaux.
emmenés par Robespierre et Marat. Ils reprochent leur tiédeur aux Girondins, l'autre grand parti de la Convention. Le 31 mai 1793, appuyés par le peuple parisien, les montagnards chassent de l'Assemblée les députés girondins. Certains sont arrêtés, d'autres parviennent à fuir en province. À Caen arrivent ainsi Pétion, Gadet et Barbaroux, avec une dizaine d'autres députés proscrits qui tentent bientôt de lever une armée contre les anarchistes parisiens. Comme Lyon, Marseille, Bordeaux ou Nantes, Caen se lance dans l'insurrection fédéraliste contre les montagnards parisiens et leur pouvoir toujours plus sanguinaire. Et Charlotte est de ceux qui souhaitent la fin de la terreur naissante. Elle ne supporte pas le spectacle de la guillotine. À l'hôtel de l'intendance, rue des Carmes, tout près de la maison de sa cousine, la jeune fille rencontre fréquemment les députés girondins en ce mois de juin 1793. Elle assiste à leurs réunions dirigées contre les anarchistes qui ont déclenché la guerre civile et compromis la République. Danton, Robespierre et Marat sont les plus détestés. Marat. Voilà un nom que Charlotte tient particulièrement en horreur. Né en Suisse, Jean-Paul Marat est un ancien médecin qui s'est fait connaître dès 1789 par un journal qu'il rédige seul. En 1790, il lui donne pour titre « L'ami du peuple ». Il est vrai que le peuple adore ce tribun radical, dont la plume acérée et rageuse exprime les aspirations des sans-culottes parisiens et les incite à la violence contre les ennemis de la Révolution. Les massacres de septembre 1792 représentent ainsi le triste point culminant de la carrière du journaliste, dans un Paris à la fois grisé par la chute de Louis XVI, le 10 août, et terrorisé par la nouvelle d'une invasion prussienne dans l'est de la France. Marat, dans son journal, ne cesse d'appeler au meurtre des partisans de la monarchie qui se trouvent dans les prisons de la capitale. Il obtient satisfaction lorsque, du 2 au 6 septembre, une foule en furie se rue sur les prisons et massacre 1300 détenus sans distinction. Parmi eux, de nombreux prêtres, des détenus de droit commun et des femmes. Marat, que Paris élit bientôt député à la Convention, n'est certes pas le seul responsable de ces exactions. Mais pour Charlotte, l'ami du peuple est le véritable responsable de tout ce sang versé. Il faut l'arrêter. Or, les Girondins semblent se contenter de beaux discours qui finissent par la lasser. Leur projet de lever une armée pour marcher sur Paris n'est ainsi qu'une agréable chimère. À Caen, seuls 17 révolutionnaires répondent à leur appel au début du mois de juillet. Et puis les députés ne la prennent pas au sérieux, ne voyant au mieux en elle qu'une femme qui se pique de politique. Pourtant, comme les héros de Corneille, comme les grandes figures de la République romaine, qui n'hésitaient pas à tuer et à mourir pour défendre leurs idées, Charlotte est décidée à agir. Rien ne la retient à Caen, rien ne la rattache, même à la vie. Ses liens avec sa famille sont désormais plus que ténus. Elle n'a ni mari, ni amant, ni vrai ami. Aucun véritable projet. Charlotte Corday n'a que sa haine pour Marat. Certains, pour expliquer son geste, seront tentés de voir en elle une royaliste acharnée, une mystique, une illuminée, ou bien encore une jeune fille suicidaire. D'autres avanceront qu'elle était amoureuse de Barbaroux, séduisant député girondin réfugié à Caen, qui se serait servi d'elle. La vérité est à la fois plus simple et plus surprenante. Charlotte, républicaine convaincue, amoureuse de la seule liberté, considère que sa vie et son avenir ne sont d'aucun poids au regard de la mission qu'elle s'est assignée, tuer l'homme qui fait obstacle au bonheur de la France. Au matin du 9 juillet 1793, Charlotte Corday, qui n'a jamais quitté sa Normandie natale, prend une diligence pour Paris. Elle atteint la capitale après 2 jours d'un voyage harassant, sous la canicule. La jeune Canaise descend à l'hôtel de la Providence, rue des Vieux Augustins. Dès son arrivée, elle interroge un commis au sujet de Marat. L'ami du peuple, lui apprend-il, est malade, et il ne siège plus à la Convention depuis le milieu du mois de juin. Souffrant de migraines permanentes et d'une grave maladie de la peau, un eczéma généralisé, il ne quitte presque plus son domicile de la rue des Cordeliers, où il passe le plus clair de ses journées dans une baignoire sabot. La tête enrubanée de compresses vinaigrées, Marat, malgré la douleur, continue inlassablement de rédiger les articles de son journal sur une planche placée en travers de la baignoire. Charlotte aurait voulu le tuer à la Convention, devant tous les députés. Qu'à cela ne tienne, elle ira l'assassiner chez lui. Reste à accomplir quelques derniers préparatifs. Durant l'après-midi du 12 juillet, elle passe de longues heures à écrire un texte justifiant son geste. Son adresse au Français s'achève sur ces mots. « Si je ne réussis pas dans mon entreprise, je vous ai montré le chemin. Vous connaissez vos ennemis, levez-vous, marchez, frappez. » Après avoir relu sa prose, Charlotte se couche, la conscience tranquille. Elle sait que le lendemain, samedi 13 juillet, elle va tuer Marat. Lorsque Charlotte se réveille, la chaleur est déjà étouffante. La jeune fille s'habille avec soin, épinglant dans son corsage son adresse aux Français,
et son acte de baptême, afin de signer son geste au cas où elle serait tuée aussitôt après avoir donné la mort. Reste à se procurer une arme. Charlotte se dirige vers le Palais Égalité, anciennement Palais Royal, dont les arcades sont alors encombrées de boutiques. Chez le coutelier Badin, elle achète un banal couteau de cuisine afin de ne pas éveiller les soupçons du commerçant. Elle ne fera même pas à Marat l'honneur d'un poignard. Il s'agit désormais d'entrer chez l'ami du peuple, au 30 de la rue des Cordeliers. Mais les voisins et les proches du député font bonne garde, car Marat fait régulièrement l'objet de menaces. Charlotte va devoir user d'un stratagème pour se faire recevoir dans l'appartement qu'il occupe, au premier étage de l'immeuble. Une première fois, en fin de matinée, elle frappe à sa porte. Une femme lui ouvre, à laquelle Charlotte explique qu'elle a une communication de la plus haute importance à transmettre au citoyen Marat. On lui réplique qu'il est malade, et la jeune fille se fait fermer la porte au nez. Repassant par son hôtel, Charlotte décide d'envoyer à sa victime une lettre par la petite poste de Paris, qui distribue le courrier plusieurs fois par jour dans la capitale. Elle écrit « Je viens de Caen. Votre amour pour la patrie doit vous faire désirer de connaître les complots qu'on y médite. J'attends votre réponse. » Or, les heures passent, et celle-ci ne vient pas. Charlotte écrit une deuxième missive, plus pressante. « Je vous ai écrit, Marat. Avez-vous reçu ma lettre? Puis-je espérer un moment d'audience, si vous l'avez reçue ?» Elle n'y tient bientôt plus, et décide, en fin d'après-midi, de retourner frapper à sa porte. Cette fois, Charlotte a de la chance. Elle parvient chez Marat en même temps que l'un de ses collaborateurs, et, lorsque ce dernier se fait ouvrir la porte, la jeune fille entre avec lui. Dans l'entrée, 2 femmes, la concierge et la maîtresse de Marat, essaient de chasser cette élégante mais inopportune visiteuse. Or, Charlotte ne se laisse pas faire, le ton monte. Depuis la salle de bain, Marat ordonne qu'on la lui amène, comprenant qu'il s'agit de cette citoyenne qui lui a écrit pour dénoncer les comploteurs de Caen. « Combien sont-ils? Connais-tu leur nom ?» lui demande-t-il dès qu'elle entre dans la pièce. Le spectacle de cet homme malade, au bord de la mort, surprend sa visiteuse, l'attendrit même, la ferait presque reculer. Mais Marat est toujours aussi enragé. Lorsque la jeune fille lui parle des députés girondins réfugiés à Caen, il s'exclame « Je vais tous les faire guillotiner !» Aussitôt, Charlotte, indignée, retrouve ses esprits. Brandissant son couteau, elle vise le cœur. Pour quelqu'un qui ne supporte pas le spectacle du sang, c'est un coup de maître. La lame tranche net l'aorte. Le sang jaillit à gros jets de la poitrine de Marat, qui a à peine le temps d'appeler sa maîtresse avant de mourir. Charlotte, de son côté, ne cherche pas à fuir. Sans opposer la moindre résistance, elle se laisse maîtriser, molester même, par la concierge et par le collaborateur de Marat, puis arrêtée par des gardes nationaux vite accourus. Sa mission est accomplie, et elle sait que sa vie est sur le point de s'achever. Aussitôt, dans Paris, la rumeur de l'assassinat s'est propagée comme une traînée de poudre. Dans l'appartement de Marat, 2 commissaires de police arrivent bientôt, rejoints par des députés de la Convention. Tous interrogent la meurtrière, qui a armé son bras. Cette jeune fille si joliment vêtue ne serait-elle pas un agent des royalistes? Charlotte a bien du mal à les convaincre qu'elle a pris cette décision seule. L'interrogatoire s'achève à minuit. À cette heure tardive, une foule dense et menaçante attend toujours devant le domicile de celui qui est désormais un martyr de la Révolution. On craint l'émeute. Le transfert de Charlotte à la prison de l'abbaye va-t-il tourner au lynchage? Au milieu de la foule, la jeune fille s'évanouit. Lorsqu'elle se réveille, dans une voiture faisant route dans Paris, elle s'étonne de ne pas avoir été massacrée. La prison où elle arrive bientôt est surpeuplée, mais son crime lui donne droit à une cellule particulière. Tels sont les égards dus à celle qu'on appelle déjà le monstre. Car dans les rues de la capitale, on ne parle que de la meurtrière, objet de détestation et de fascination mêlée. Nul ne peut croire que c'est une belle jeune femme de 25 ans, et non une poissarde grasse et vulgaire, qui a rageusement poignardé l'ami du peuple. Certains avancent que Marat a en fait été tué par un homme déguisé en femme. D'autres affirment que cet assassinat n'est que la première manifestation d'un complot royaliste, ou peut-être girondin. On craint de nouveaux attentats contre les autres chefs montagnards. Dès le 17 juillet, Charlotte Corday est conduite devant le tribunal révolutionnaire. Sereine, indifférente à l'idée de sa mort prochaine, la jeune fille oppose son calme et sa bonne foi aux interrogations pressantes de l'accusateur public, Fouquier-Tinville. Celui-ci veut lui faire avouer qu'elle est envoyée par les Girondins. Une femme n'aurait pu commettre un tel crime de son propre chef. Mais Charlotte continue de clamer la maternité de son geste. Fixant Fouquier-Tinville, elle finit par lui dire, avec une ironie toute stoïcienne, « Vous êtes surpris de ce que la main d'une femme peut faire, là où tant d'hommes ont échoué. Chacun fait son devoir pour la patrie. J'ai fait le mien. Faites le vôtre, messieurs. » Le tribunal lui donne très vite satisfaction. À l'unanimité, les 12 jurés condamnent à mort la Vierge au couteau. Charlotte écoute le verdict sans broncher.
À 17h, ce 17 juillet 1793, elle est conduite à la mort, vêtue de la chemise rouge des assassins. Tout au long du trajet qui la mène à la guillotine, la jeune fille affronte le regard des Parisiens. Même sur l'échafaud, elle affiche un calme souverain. Jusqu'à la fin, Charlotte Corday sera montrée digne des héros cornéliens de son adolescence.